image donc au musée de l'Acropole d'Athènes. Là, c'est déjà un peu moins froid. Hein. On essaie de retrouver un peu les couleurs du temple originel qu'on avait ici et là grâce au talent de l'illustrateur, qui était M. Paccard, un illustrateur du XIXe siècle. Donc au musée de l'Acropole, en fait, on retrouve donc des couleurs. On est moins dans l'environnement clinique là, du British Museum. Mais là, on a aussi l'avantage par rapport au British Museum, même si on n'a pas les originaux, tout ce qui est en blanc, en plâtre, en fait, c'est des copies. Mais en fait, la mise en scène là, du musée essaye de reconstituer de manière analogique, en fait, là ici, donc le fronton, donc au premier plan, la frise dorique. En fait, vous l'avez donc avec les métopes au second plan, donc ici. Et puis derrière, vous auriez cette fameuse frise cachée, mais qui est finalement la plus célèbre d'une certaine manière, et dont on parlera plus tard. Mais vous avez donc là, dans cette reconstitution, analogiquement donc ce rapport à distinguer entre ces séries donc d'images en relief, avec donc bientôt là on verra cette partie cachée là on ne distingue pas trop sur l'image. Alors alors je vous ai parlé donc il y a ces deux entrées, ces deux frontons donc est donc et ouest. On a commencé par le fronton est des deux côtés donc du temple. Donc qui a cette forme, donc avec voilà, avec donc alors on a bien notre double colonnade ici. Puis là on parlait donc de la façade est sur le côté donc nord. Ici vous avez effectivement donc une frise donc qui est bien plus importante, qui donc prolonge celle qui était en dessous du fronton. Donc vous avez 32 donc tableaux comme vous aurez de l'autre côté. Alors dans la partie sud et donc, alors dans la partie nord, on a 32 tableaux, mais alors là, c'est pareil, c'est comme pour le fronton est, il ne reste pratiquement plus rien, il n'y a que trois tableaux qui ont été conservés, mais donc, comme je vous l'ai dit, ça raconterait donc le sac de Troie, le pillage de Troie par les Grecs. Du côté sud, c'est mieux conservé, mais au British Museum, vous avez en fait le combat donc, alors d'une tribu grecque, de Thessalie, les Lapites, contre donc les centaures, et donc ils sont aidés dans le combat par Thésée, mais ils ne sont pas victorieux pour autant, parce qu'apparemment donc dans ce qui nous reste de ces 32 tableaux, on voit plutôt la victoire donc des centaures, qui représenterait alors l'ordre sauvage, enfin, ou le désordre sauvage, que justement, dont devra finir par triompher donc Zeus. Mais cet ordre sauvage rappelle en fait plutôt donc le chaos des origines, ou de ce qui précède l'origine. Et en fait, ça serait donc justement avant qu'un ordre puisse s'établir au sens où même l'espace démocratique donc le confortera, ou l'étendra, c'est une séparation entre la nature et la culture. Et puis vous avez dans le mythe toujours l'idée que la nature est présente, qu'elle peut revenir, et parce que finalement on s'en détache jamais complètement. Et effectivement, ces figures qui mêlent, on en avait parlé aussi déjà dans le premier volet, ces figures qui mêlent l'homme et l'animal, et qui sont communes donc à des mythologies moyen-orientale, ou qu'on retrouve en Égypte aussi, ces figures hybrides montrent bien qu'on n'a pas une distinction, une frontière nette entre la nature et la culture, qui sera l'origine donc justement de notre modernité, de notre culture monde. Donc là, on a donc ces centaures, donc qui finalement mi-homme mi-chevaux donc sont en train donc armés de simples branches, de vaincre donc les hommes qui se retrouvent nus et soumis finalement à ce dont ils ne sont peut-être pas encore complètement séparés, c'est-à-dire une forme d'animalité.
de rapport à une vie sauvage, où il y a une continuité dans cette vie sauvage entre l'ordre cosmique, l'ordre des hommes, l'ordre politique, et puis donc l'ordre religieux. Alors, le temple, hein, il nous resterait le fronton ouest, et autrement on aurait fait le tour de son extérieur avant de rentrer donc, dans ce qui serait justement son ambiguïté, cette fameuse frise intérieure, hein, qui serait l'entre-deux. On a aussi l'intérieur du temple qui est aussi lui complètement donc, religieux, puisque vous avez donc alors, si on rentrait donc effectivement par la bonne porte, hein, donc par l'est, et pas comme des touristes qui prendraient des raccourcis, si on rentrait par l'est, donc on a la salle du trésor, et puis on a donc cette salle protégée qui est en fait celle de la statue d'Athéna, une statue monumentale, hein, qui coûtait donc beaucoup d'argent aux Athéniens, en tout cas aussi à leurs alliés, ou plutôt à leurs alliés, hein, de la Ligue de Délos. Hein, donc on a cette statue donc d'ivoire et d'or, hein, de bois, hein, donc on dit que son âme était de bois, mais son revêtement donc hein, d'ivoire et d'or. Donc là, on a une vue là, de l'arrière du temple et qui serait donc en fait à l'entrée principale donc à l'est, donc la salle du trésor donc ici, et puis donc la statue donc alors d'Athéna. Alors donc là qui nous fait face. On en a alors là on a l'avantage des couleurs. Autrement donc elle était peinte. Là c'est bien sûr une reconstitution et autrement donc on en a une. Alors là on se bat pas pour la possession de ce qu'il pourrait en rester. Il n'en reste plus rien. Mais on en a une reconstitution là au musée d'Athènes. Une autre là en 3 dimensions, on la verra en scène avec les couleurs ivoire et or dans le temple. Et puis là une description hein, où vous pouvez donc la voir notamment avec ce qui nous intéressera donc pour conclure, c'est-à-dire son rapport particulier à la mort avec la tête de Méduse. Et donc autrement le bouclier qui rappelle le fameux combat donc, contre les géants dont on avait parlé. Et puis il y a aussi la présence des Amazones sur lesquelles on va bientôt revenir, pour terminer cette visite donc de l'extérieur ou de l'intérieur, où là on serait donc vraiment dans le mythe même et pas dans son dépassement. Donc là c'est une vue donc, là, qui nous ramène donc, à la façade ouest sur laquelle on va terminer là, cette visite de l'extérieur du temple. Et donc voilà, enfin donc le fronton, donc alors ouest, hein, pardon, donc ce qui était présenté donc sur les premières images comme l'entrée. Alors ça représente la victoire d'Athéna sur Poséidon. Donc là, les vestiges sont un peu plus précis, donc les reconstitutions elles aussi. En fait, donc c'est la bagarre, hein, mais qui aurait pu être terrible si Zeus n'était pas intervenu. Donc la bagarre entre Athéna et son oncle Poséidon, donc pour le patronage de la ville, hein, qui finira par porter son nom. Alors ce qui est intéressant, c'est toujours le rôle aussi médiateur là, de Zeus, où je vous dis on est à la fois dans les mythologies, mais peut-être ce qui est déjà hein, de manière interne son dépassement, parce que Zeus va procéder donc à un vote, hein, donc qui pourrait être quasi démocratique entre les dieux, pour savoir qui doit l'emporter, hein, plutôt que ça soit simplement l'épreuve de force hein, qui puisse permettre de trancher. Et symboliquement, donc, on a l'opposition donc, entre l'olivier qu'Athéna donc, offre à la ville, et puis donc, qui représente l'agriculture, en dehors aussi de la paix, hein, c'est-à-dire que par le commerce hein, que permet l'agriculture. Et on a l'opposition donc entre cette agriculture et le rapport à la mer dont on avait déjà parlé et qui est important effectivement pour l'identité grecque, mais qui est ici donc dépassé par Athéna et l'olivier, hein, puisque Poséidon, lui, donc
en fait, brandit son trident, hein, pour ébranler la terre et faire surgir, on dit un puits ou un lac d'eau salée, hein, mais les Athéniens donc, décident plutôt de se tourner vers l'agriculture. Alors à retenir quand même, hein, ce vote, hein, instauré par Zeus, donc, qui pourrait donc, effectivement faire la transition avec cette frise intérieure qui serait donc, qui a été toujours interprétée comme une forme de célébration de la démocratie, qui commençait à prendre le relais, hein, d'une identité qui serait définie simplement mythologiquement et qui suppose des hiérarchies fixes, alors que la démocratie serait plutôt justement le renversement de ces hiérarchies, hein, donc héritage du passé, un renversement de toute hiérarchie au profit d'une égalité, et en tout cas d'une égalité au moins idéale, hein, dans l'espace abstrait, donc soit de la raison, hein, qui évoque un pouvoir au centre avec effectivement la possibilité que chacun soit par rapport à ce centre-là à égale distance, ou dans l'art, hein, la représentation, comme on va voir en image, hein, d'un peuple réuni, sans qu'on puisse faire justement des hiérarchies par rapport aux lieux habités et défendus, hein, par les différents clans qui composaient donc qui composaient donc la population athénienne dans son ensemble.